En 1931, Francis Crowley, un gangster impitoyable, est devenu tristement célèbre pour avoir froidement abattu un policier lors d'un simple contrôle routier. Sa capture, survenue dans l'appartement de sa maîtresse après un siège dramatique impliquant 150 policiers, fut l'épilogue d'une carrière criminelle sanglante. À la veille de son exécution, Crowley, anticipant sa fin imminente, écrivit une lettre non pas de repentir ou de remords, mais de justification. « Sous ma veste bat un cœur las, mais bon, et qui ne ferait de mal à personne, dit-il. » Lorsqu'il fut conduit à la chaise électrique, ses dernières paroles ne furent pas des excuses. Il déclara froidement « Voilà ma punition pour avoir voulu me défendre. » Ce manque de remords sincère ne faisait qu'accentuer l'écart entre sa perception de lui-même et la réalité de ses actes. Capone, le gangster le plus légendaire de tous les temps, partageait une vision similaire de son existence criminelle. « J'ai passé les meilleures années de ma vie à donner du plaisir et de l'amusement aux gens, et quelle a été ma récompense ? Des insultes et la vie d'un homme traqué. » disait-il, soulignant une profonde dissonance entre ses actions et son autoperception. Capone, tout comme Crowley, justifiait ses actes par des raisonnements qui, bien que sophistiqués, étaient fallacieux. Ces exemples emblématiques soulèvent une question troublante. Si des criminels notoires comme Crowley et Capone se considèrent innocents, comment des individus ordinaires, que nous croisons chaque jour, se perçoivent-ils ? Il s'agit d'une loi universelle difficile à accepter. Presque toujours, l'être humain se considère innocent, quelle que soit l'ampleur de sa faute. La critique, en ce sens, devient vaine et dangereuse, car elle pousse l'individu à se justifier et blesse son amour-propre, engendrant rancéure et défense. Tel un pigeon voyageur, la critique revient invariablement à celui qui l'a formulée, renforçant les résistances et les condamnations en retour. « Je ne vois pas comment j'aurais pu agir autrement » est souvent le cri du cœur de ceux qui se sentent attaqués. En étudiant la vie de grands leaders comme Abraham Lincoln, que Dale Carnegie a finement analysé dans sa biographie Lincoln the Unknown, on découvre que ces figures exceptionnelles maniaient la critique avec une précaution extrême. Ils cherchaient toujours à préserver l'amour-propre de ceux qu'ils devaient réprimander, privilégiant la compréhension des motivations derrière les actions. Ainsi, au lieu de condamner autrui, il est préférable de chercher à comprendre et à rester neutre. Cette approche, non seulement plus agréable et productive, nous rend aussi plus tolérants, compréhensifs et bienveillants. Il n'existe qu'un moyen véritable pour inciter une personne à accomplir une action, susciter en elle le désir de la réaliser. Bien sûr, l'emploi de la force, de l'autorité ou du chantage est toujours possible, mais ces méthodes présentent plus d'inconvénients que d'avantages. C'est uniquement en comblant vos désirs que je pourrai vous motiver à agir. Alors, quels sont nos besoins fondamentaux ? Dale Carnegie, préfigurant quelque peu la pyramide de Maslow, a établi une liste des besoins humains que nous réclamons avec une insistance inlassable. La santé et la conservation de la vie, la nourriture, le sommeil, l'argent et les biens qu'ils procurent, la sécurité future, la satisfaction sexuelle, le bonheur de nos enfants et le sentiment de notre importance. Très souvent, la plupart de ces besoins sont satisfaits. Cependant, un besoin crucial reste souvent insatisfait, bien qu'il soit aussi profond et impérieux que la faim, le désir d'être reconnu, ce que Freud appelle le désir d'être reconnu, et que William James désigne comme le principe le plus profond de la nature humaine. Cette soif d'appréciation et de reconnaissance distingue l'homme de l'animal. Ce désir d'importance a poussé de nombreux hommes à réaliser des destins glorieux malgré des débuts misérables, comme Lincoln, Dickens ou Rockefeller. C'est aussi ce désir qui pousse les hommes à s'acheter des voitures trop grosses pour leurs besoins ou des maisons trop vastes pour eux. D'après Dale Carnegie, le nom d'une personne est pour elle le son le plus doux et le plus important de toutes les langues. La manière dont nous comblons ce besoin d'importance révèle beaucoup sur notre personnalité. Certains vont jusqu'au crime pour y parvenir, comme la tristement célèbre bande à Bono, tandis que d'autres écrivent des chefs-d'œuvre littéraires, bâtissent des empires commerciaux, ou consacrent leur vie à aider les autres. L'histoire regorge d'exemples de personnes célèbres cherchant à affirmer leur importance, de George Washington qui insistait pour être appelé et sa grandeur le président des États-Unis et à Victor Hugo qui souhaitait donner son nom à la ville de Paris. Même après la mort, ce besoin d'importance persiste, comme en témoignent les épitaphes au cimetière du Père-Lachaise. Alors, comment répondre au mieux à ce besoin d'importance chez autrui ? Par le compliment sincère. Il ne s'agit pas de flatterie grossière, qui est dangereuse et finit souvent par se retourner contre son auteur, mais d'adopter une nouvelle attitude mentale et une manière de vivre qui consiste à chercher les qualités chez les autres et à les complimenter sincèrement. Exprimer une admiration sincère, lorsque nous la ressentons, est une clé essentielle des relations humaines. L'éloge sincère est le miel des relations humaines. Tout le monde le recherche et l'apprécie hautement. En fin de compte, savoir se faire des amis et entretenir des relations harmonieuses repose sur la capacité à reconnaître et à valoriser les autres. En comblant ce besoin d'importance, nous créons des liens authentiques et durables. Pourquoi se concentrer uniquement sur nos propres désirs ?
C'est futile, immature et absurde. Bien sûr, nous sommes tous naturellement absorbés par nos propres souhaits, mais nous sommes les seuls à y accorder une telle attention. Les autres, comme nous, ne pensent qu'à leurs propres désirs. C'est pourquoi la seule façon d'influencer autrui est de parler de ce qu'il désire et de lui montrer comment l'obtenir. C'est le secret du succès, se mettre à la place de l'autre, voir les choses de son point de vue. L'action naît de nos désirs fondamentaux, et pour influencer les autres, il faut avant tout susciter chez eux un ardent désir d'agir. Pour être accueilli chaleureusement partout où vous allez, vous est-il arrivé de vous demander pourquoi les chiens sont si appréciés? Est-ce leur loyauté inconditionnelle, leur amour spontané et sincère, ou encore leur enthousiasme débordant lorsque vous franchissez la porte d'entrée? Peut-être avez-vous ressenti de la joie lorsque votre fidèle compagnon à quatre pattes vous saute dessus avec sa queue qui remue et sa langue pendante, oubliant tout le reste pour vous accueillir avec une effusion de bonheur. Nous rencontrons tous de individus capaces le vi au chercher l'attention de autres, en vain. Car les gens ne pensent qu'à eux-mêmes, du matin au soir. Lorsque vous regardez une photo de groupe à laquelle vous participez, qui regardez-vous en premier? Pour susciter l'intérêt des autres à votre égard, vous devez d'abord vous intéresser à eux. Peu importe notre statut social, nous sommes tous attirés par ceux qui nous admirent. L'appréciation des autres est la clé pour se faire des amis. Si vous souhaitez être perçu comme sympathique, prenez l'habitude de noter les anniversaires dans votre agenda et de les célébrer. Accueillez chaleureusement les gens au téléphone et montrez votre admiration et votre intérêt sincère lors des rencontres. Comme le disait déjà Publius Cyrus il y a plus de 2000 ans. Et nous nous intéressons aux autres quand ils s'intéressent à nous. Tous les conseils de comment se faire des amis et doivent être appliqués avec une sincérité totale. Ainsi, vous pourrez même toucher le cœur des individus les plus puissants et les plus inaccessibles. Les gestes parlent souvent plus fort que les mots. Un sourire, par exemple, exprime une multitude de sentiments. Vous me plaisez, et je suis ravi de vous voir, et votre présence illumine ma journée, et bien d'autres encore. Mais il faut bien entendu que ce soit un sourire sincère, large et spontané, celui qui charme et réconforte, et non un sourire artificiel et forcé qui agace plutôt qu'il ne séduit. Rien n'illustre mieux l'effet d'un sourire sincère que celui d'un enfant. Sovent contagious, Illinois put transformer en un instant notre humeur la plus sombre. Just lu temps que nous lui renvoyons son sourire. Le pouvoir du sourire est tel qu'il se manifeste même dans notre voix. Essayez de sourire pendant un appel téléphonique et vous verrez la différence dans votre ton. Essayez ceci, pendant une semaine entière, à chaque heure du jour, offrez votre plus large et sincère sourire. Soyez courtois envers les autres, appréciez leur compagnie. Car pour que les autres se plaisent en notre compagnie, il est essentiel que nous soyons d'abord agréables envers eux. Et si cela vous semble difficile, rappelez-vous que ce n'est qu'une expérience temporaire et que vous pouvez y mettre fin si cela ne vous convient pas. James Farley, célèbre homme politique américain, a su s'imposer comme une figure incontournable de la scène politique américaine pendant des décennies, malgré des débuts modestes dans une famille de fermiers pauvres. Ayant perdu son père à l'âge de 10 ans, il a dû commencer à travailler dès son plus jeune âge, poussant des brouettes de sable et faisant sécher des briques au soleil. Lorsque Dale Carnegie lui demanda son secret, il révéla pouvoir se rappeler le prénom de plus de 50 000 personnes, ainsi que des détails sur la vie de chacune d'entre elles. En tant qu'agent électoral de Roosevelt, il avait une méthode simple mais redoutable. À chaque nouvelle rencontre, il s'appliquait à mémoriser le nom et le prénom de la personne, avec l'orthographe exacte, gravant ces détails dans son esprit. Ainsi, des années plus tard, il pouvait saluer ces personnes par leur prénom lors de rencontres ultérieures. Jim Farley comprenait que pour chacun, son nom était le mot le plus important au monde. Se souvenir du nom de quelqu'un était un compliment subtil et très apprécié. En revanche, l'oublier, le prononcer incorrectement ou l'écrire de façon erronée pouvait non seulement froisser, mais également offenser. Les individus sont si fiers de leur nom qu'ils s'efforcent de le faire perdurer à tout prix. En général, lorsque nous oublions les noms, c'est simplement parce que nous ne prenons pas le temps de les noter, de les répéter et de les ancrer durablement dans notre mémoire. Cela demande du travail et du temps, mais les résultats en valent la peine. Pour réussir à se faire des amis, il est essentiel de commencer par se souvenir du nom d'une personne. Souhaitez-vous que vos conversations soient appréciées? C'est très simple. Tout d'abord, comment impressionner votre interlocuteur? Comment le persuader et mener à bien votre échange avec lui? Il n'y a pas de secret. Pour gagner la sympathie de quelqu'un, le mettre de bonne humeur et le rallier à votre cause, il faut lui accorder une attention exclusive lorsqu'il s'exprime. Rien n'est plus flatteur. Il est crucial de savoir écouter sincèrement et de le montrer. Cela s'applique également aux personnes mécontentes, y compris les clients. Souvent, les clients insatisfaits qui se plaignent sont en réalité blessés car ils ont le sentiment de ne pas être pris en compte. Si vous parvenez à leur prouver qu'ils sont importants à vos yeux, leur plainte s'estompera souvent d'elle-même.
En revanche, si vous souhaitez que les gens s'éloignent de vous, se moquent de vous en votre absence, ou vous méprisent, c'est simple. Ne jamais écouter ce que disent les autres, parlez toujours de vous-même. Si une idée vous vient alors que quelqu'un d'autre parle, n'attendez pas qu'il ait fini. Après tout, pourquoi le ferait-il? Ce qu'ils disent ne peut pas être aussi intéressant et brillant que ce que vous avez à dire. Allez-y franchement et coupez-les au milieu d'une phrase. Mais si vous souhaitez que vos conversations soient appréciées, apprenez à écouter. Pour être intéressant, montrez de l'intérêt. Posez des questions stimulantes, agréables, interrogez-les sur leur vie, sur ce qu'ils ont fait. Rappelez-vous que la personne avec qui vous parlez est 100 fois plus intéressée par sa propre expérience que par n'importe quelle autre anecdote. Pour que vos interactions soient mémorables. La clé réside dans l'écoute attentive et l'intérêt sincère que vous portez à vos interlocuteurs. En accueillant leurs paroles avec une attention exclusive et en leur posant des questions pertinentes sur leur centre d'intérêt, vous créez un lien profond et positif. Cette approche, fondée sur le respect et l'empathie, est la clé pour conquérir la sympathie des autres et établir des relations authentiques. Pour paraphraser Dale Carnegie, encouragez les autres à parler d'eux-mêmes, car rien ne suscite plus d'enthousiasme que de se sentir écouté et compris. D'autre part, rappelez-vous l'importance de reconnaître la valeur des personnes que vous rencontrez. En leur accordant une attention authentique et en les encourageant à partager leurs expériences et leurs passions, vous montrez que vous les considérez comme importantes. Cet acte simple mais puissant renforce les liens sociaux et favorise un climat de confiance et de respect mutuel. En suivant ces principes, vous serez en mesure de créer des interactions enrichissantes et de cultiver des relations durables basées sur l'estime et la considération réciproque. Cette question a suscité la passion de Dale Carnegie dans sa jeunesse. Il était avide de débats, maîtrisant la logique et l'art de la controverse. Cependant, après avoir participé à d'innombrables discussions, il est arrivé à une conclusion intrigante. La meilleure manière de triompher dans une controverse est de l'éviter. Carnegie a observé que 9 fois sur 10, les deux parties se retirent du débat plus convaincus que jamais de leur propre position. En effet, dans ces joutes verbales, personne ne semble véritablement gagner. Si vous réussissez à prouver votre point de vue, vous risquez de blesser l'orgueil de votre adversaire, même si vous avez techniquement raison. Ainsi, Carnegie soulève un dilemme intéressant. Faut-il rechercher un triomphe théorique ou une véritable entente? Rarement les deux peuvent être atteints simultanément. Cette réflexion nous pousse à repenser notre approche des désaccords. Plutôt que de les voir comme des obstacles, nous pouvons les considérer comme des occasions d'apprentissage et de croissance. Mais comment aborder ces différends de manière constructive? Les conseils de Carnegie incluent la maîtrise de nos émotions, l'écoute attentive, la recherche de points d'accord, l'honnêteté et la promesse de considérer sérieusement les idées opposées. En donnant du temps à la réflexion et à l'examen approfondi du problème, nous favorisons un échange constructif qui peut enrichir nos perspectives et renforcer nos relations interpersonnelles. Cette question, soulevée par Theodore Roosevelt lorsqu'il était président des États-Unis, souligne une vérité universelle. Même les plus réussis d'entre nous ne peuvent prétendre avoir raison tout le temps. Roosevelt lui-même admettait ne pouvoir dépasser les 75% de certitude quant à la justesse de ses positions. Si tel était le seuil de confiance d'un homme aussi éminent, où nous situons-nous, vous et moi? En réalité, si nous avions ne serait-ce que 50% de certitude dans nos convictions, nous serions tous des magnats de Wall Street, engrangeant des millions chaque jour. Cependant, si nous ne pouvons garantir cette proportion, pourquoi donc nous obstinons-nous à vouloir prouver que les autres ont tort? L'approche consistant à commencer une discussion par des déclarations telles que « je vais vous démontrer que » ou « je vais vous prouver cela » ne fait que suggérer une supériorité intellectuelle qui peut blesser l'ego de nos interlocuteurs sans pour autant changer leurs convictions. Il est en effet ardu, même dans les circonstances les plus favorables, de modifier l'opinion des autres. Plutôt que d'ériger des barrières supplémentaires, pourquoi ne pas reconnaître humblement notre propension à l'erreur? En adoptant une approche plus ouverte, en disant par exemple « Je ne suis pas d'accord, mais je peux me tromper. Si c'est le cas, je suis prêt à revoir mon opinion. Pouvez-vous m'aider à comprendre votre point de vue ?» Nous créons un espace propice à la discussion sans élever de bouclier. Cette approche, empreinte d'humilité, est une clé pour éviter les conflits inutiles et préserver des relations harmonieuses. Se tromper fait partie intégrante de la condition humaine. Que faire lorsque nous nous retrouvons dans une position où l'erreur est évidente? Comment réagir lorsque la faute est nôtre, que ce soit par inadvertance ou par un choix malencontreux? L'histoire nous offre des leçons précieuses sur la façon d'aborder nos erreurs avec humilité et grâce. Prenez l'exemple de Dale Carnegie, qui, confronté à la réprimande d'un gendarme après avoir enfreint les règles du parc, fit preuve d'un courage admirable en reconnaissant son tort. Plutôt que de s'entêter dans son erreur, il choisit l'honnêteté et l'humilité, s'excusant promptement et reconnaissant son erreur. Cette attitude lui valut la clémence du gendarme,
illustrant ainsi le pouvoir de l'admission franche de nos fautes. Le sage conseil de commencer toute discussion sur des points d'accord plutôt que des désaccords est une autre leçon précieuse. En s'alignant sur ce qui nous unit plutôt que sur ce qui nous divise, nous ouvrons la voie à une communication constructive et à des relations harmonieuses. Cette approche, illustrée par la fable d'Ésope sur le vent et le soleil, nous rappelle que la douceur et la bienveillance sont souvent plus efficaces que la force et l'agressivité. Savoir écouter est une compétence sous-estimée mais essentielle dans la gestion des erreurs. Trop souvent, nous sommes pressés de faire valoir notre point de vue sans prendre le temps d'écouter celui des autres. En laissant nos interlocuteurs s'exprimer librement, en posant des questions et en leur donnant l'espace nécessaire pour partager leurs pensées, nous favorisons un dialogue ouvert et constructif. Admettre nos erreurs avec promptitude et courtoisie, chercher des points de convergence plutôt que de divergence, et savoir écouter activement sont des pratiques fondamentales pour naviguer avec grâce à travers les défis de la vie. En les intégrant dans notre comportement quotidien, nous pouvons cultiver des relations plus profondes et plus significatives, et embrasser notre humanité avec compassion et sagesse. Dans notre quête pour obtenir la coopération des autres et influencer positivement notre environnement, il est essentiel d'adopter des approches subtiles et perspicaces. Plutôt que d'imposer nos idées de manière rigide, pourquoi ne pas laisser les autres tirer leurs propres conclusions? Comme le souligne Lao Tse, en se plaçant humblement en dessous, nous pouvons régner sur les autres de manière bien plus efficace. Pourtant, pour comprendre véritablement les motivations de nos interlocuteurs, nous devons nous efforcer de voir le monde à travers leurs yeux. En adoptant cette perspective empathique, nous sommes mieux équipés pour naviguer dans les eaux tumultueuses des relations humaines et pour éviter les querelles inutiles. Lorsque nous accueillons avec sympathie les idées et les désirs des autres, nous les engageons dans un dialogue constructif, favorisant ainsi la coopération et la compréhension mutuelle. Et en mettant en valeur les sentiments nobles et les aspirations élevées de nos interlocuteurs, nous les encourageons à répondre de manière positive à nos appels. Enfin, pour déclencher une réaction et inciter à l'action, rien ne vaut un défi stimulant. En suscitant le désir de se surpasser et la volonté de relever un défi, nous motivons les autres à donner le meilleur d'eux-mêmes et à contribuer de manière significative à nos objectifs communs. En appliquant ces principes avec intelligence et finesse, nous pouvons créer un environnement propice à la coopération et à la croissance mutuelle, et accomplir des prodiges dans nos relations personnelles et professionnelles. Dans nos interactions quotidiennes, la manière dont nous communiquons peut avoir un impact significatif sur nos relations et notre capacité à influencer positivement les autres. Parfois, il est nécessaire de corriger les erreurs ou les comportements indésirables, mais comment le faire sans froisser l'autre personne? Voici quelques principes clés pour communiquer avec empathie et efficacité. Commencez par des éloges sincères. Lorsque vous devez aborder un sujet délicat ou corriger une erreur, commencez par souligner les qualités ou les actions positives de l'autre personne. En recevant d'abord des compliments, il sera plus enclin à écouter vos remarques constructives par la suite. Faites remarquer les erreurs de manière indirecte. Plutôt que de critiquer directement, attirez subtilement l'attention sur les erreurs ou les défauts de manière indirecte. Offrez des suggestions ou posez des questions qui amènent la personne à réfléchir sur son comportement sans la mettre sur la défensive. Mentionnez vos propres erreurs avant de corriger les autres. En reconnaissant vos propres erreurs et en partageant vos expériences personnelles, vous créez un environnement propice à l'apprentissage et à l'amélioration mutuelle. Cela permet également à l'autre personne de se sentir moins jugée et plus ouverte à la critique constructive. Posez des questions plutôt que de donner des ordres directs. Plutôt que de donner des ordres, posez des questions qui impliquent l'autre personne dans le processus décisionnel. Cela rend les ordres plus acceptables et encourage également la créativité et l'engagement de l'autre personne. Laissez votre interlocuteur sauver la face. Veillez à ne pas humilier ou ridiculiser l'autre personne, même en cas de désaccord ou d'erreur. Respectez son amour-propre en lui permettant de conserver sa dignité et son estime de soi. Louez le moindre progrès et encouragez tout progrès. Reconnaissez et encouragez les progrès, aussi minimes soient-ils. Cela motive l'autre personne à poursuivre ses efforts et renforce sa confiance en ses capacités. Donnez une belle réputation à mériter. Encouragez l'autre personne en mettant en valeur son potentiel et en lui donnant des objectifs ambitieux à atteindre. Cela stimule sa motivation et son désir de se surpasser. Encouragez et faites en sorte que l'erreur semble facile à corriger. Donnez généreusement des encouragements et présentez les erreurs comme des opportunités d'apprentissage. Montrez à l'autre personne que vous avez confiance en ses capacités et qu'elle est capable de surmonter les obstacles. Soyez sincère et concentrez-vous sur l'intérêt de votre interlocuteur. Lorsque vous proposez quelque chose à quelqu'un, assurez-vous que cela correspond à ses intérêts et à ses désirs. Mettez-vous à sa place et considérez les avantages qu'il pourrait en retirer. Soyez sincère et évitez les fausses promesses pour maintenir la confiance et la crédibilité dans votre relation.
En appliquant ces principes de communication bienveillante et motivante, vous pouvez favoriser des relations harmonieuses et productives, et encourager le développement personnel et professionnel de ceux qui vous entourent. Je suis ravie d'avoir enfin lu Comment se faire des amis. C'était sur ma liste de lecture depuis des années. Ma liste de livres à lire ne cesse de s'allonger, surtout avec toutes les suggestions de lecture que je reçois de mes lecteurs. Mais j'ai enfin eu l'occasion de le trouver et de le lire. Carnegie écrit avec une simplicité qui rend son livre très accessible. Ces exemples, bien que parfois datés, offrent une variété de situations qui facilitent la compréhension et l'application des concepts dans la vie quotidienne. Qu'il s'agisse d'un président, d'un roi, d'un empereur ou d'un simple ouvrier, les enseignements de Carnegie s'appliquent à tous. Ce qui m'a particulièrement marqué, c'est l'importance accordée par Carnegie à l'ego et à l'amour-propre. Il met en lumière l'aspect émotionnel fondamental des êtres humains et souligne que notre besoin de préserver notre estime de soi peut influencer nos réactions plus que la rationalité des arguments. Comprendre ces concepts est essentiel pour appliquer efficacement les principes du livre. Les conseils pratiques de Carnegie, bien que précieux, doivent être utilisés avec discernement. Une application excessive pourrait conduire à une consensualité artificielle et hypocrite. Parfois, un peu de franchise peut être plus efficace qu'une diplomatie excessive. Mais la véritable beauté de l'approche de Carnegie réside dans sa compréhension profonde des dynamiques humaines et son désir de préserver les relations tout en favorisant la croissance personnelle. Ce livre m'a également poussé à réfléchir sur des questions plus profondes, telles que la nature de l'ego et de l'amour-propre, et pourquoi nous attachons tant d'importance à maintenir une vision de nous-mêmes conforme à nos convictions, même lorsque celles-ci sont fragiles. Ces questions méritent une exploration plus approfondie et continueront de m'occuper longtemps après ma lecture de ce livre. En conclusion, Comment se faire des amis est un incontournable pour quiconque souhaite améliorer ses compétences relationnelles et réussir dans le réseautage. Ses points forts résidant dans sa clarté, sa simplicité et ses conseils pratiques, bien que certains exemples puissent sembler datés et le contenu parfois redondant. Cependant, ses faiblesses sont largement compensées par la richesse des enseignements offerts. Élargissez vos horizons en explorant de nouveaux récits et en découvrant des idées inspirantes. Ne manquez pas cette opportunité de vous immerger dans le monde fascinant des livres audio. Rejoignez-nous dès maintenant et laissez-vous emporter par le pouvoir des mots.